Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Clémence, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible, comment vas-tu ? Bonjour Alexandra, écoute, je vais très bien. Merci pour son invitation. Ça me fait très plaisir de partager cet épisode de podcast avec toi. Je suis ravie également. Clémence Marc, il y en a peut-être beaucoup qui ne te connaissent pas. Si tu devais te résumer en quelques mots, qui es-tu ? Eh bien, je m'appelle Clémence. Alors, maintenant Saunier, puisque je me suis mariée et que c'est un sujet en ce moment avec mon mari sur le nom de famille. J'ai 32 ans, je suis devenue maman l'année dernière et je suis coach. Ok, super. Et alors, ce que je te propose, c'est d'aller directement dans le vif du sujet. Ici, on parle beaucoup de quête de sens. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, si tu devais mettre une note, à quel point ta vie fait pleinement sens, tu mettrais quelle note? Je pense que je mettrai un bon 8 parce que je me sens hyper bien dans ma vie, hyper alignée. Et après, je pense quand même que elle peut être améliorée et on peut aller chercher encore plus d'équilibre slash alignement. Mais un bon 8. Ah, super. Tu as déjà en tête un peu justement ce que tu pourrais aller chercher de plus? Je pense que ce qui me ferait aller vers un 9 ou un 10, c'est un peu plus de spiritualité. Ouais. Voilà, être encore plus connecté à quelque chose de plus grand et être plus dans le moment présent. C'est ça qui me manque, je pense, pour augmenter la note. Ok. On entend beaucoup parler, je rebondis, de spiritualité. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était la spiritualité, vraiment derrière au sens non religieux. Euh, Toi, du coup, quand tu dis, ouais, faudrait mettre plus de spiritualité, t'entends être dans le moment présent, qu'est-ce que t'entends derrière? C'est vraiment ça, ouais, c'est être davantage dans le moment présent, sortir un peu, tu vois, des peurs pour être connecté au fait que tout est juste et tout est parfait. C'est vraiment comme ça que je représente la spiritualité dans ce truc-là de tout a un sens, justement. Oh, Et j'essaye de me rappeler, mais je me fais aussi manger parfois par le quotidien, donc c'est ça d'accord. que je mets derrière. Ok, ultra clair. Ultra intéressant. Et justement, est-ce que maintenant tu peux nous en dire un peu sur ton parcours, comment t'es arrivé jusqu'à ce 8 sur 10? Si tu reprends bah, de là où ça a fait du sens pour toi de reprendre, c'est quoi ton parcours? Ben, je crois que globalement, j'ai eu la chance d'être toujours plus ou moins raccord avec qui je suis assez tôt dans mon parcours professionnel et même personnel, mais j'ai accordé beaucoup d'importance à ma vie professionnelle. J'ai été dans un domaine qui m'a plu, qui était les cosmétiques. J'ai aimé le domaine de la vente dans un premier temps, puis très vite j'ai été formatrice, j'ai aimé ça. Je me suis très tôt sentie à ma place. Et puis après, bah, j'ai évolué, j'ai eu d'autres envies. Et, euh, et je pense que de façon complètement inconsciente, mais la quête de sens, elle est arrivée quand je suis partie voyager. J'ai fait un voyage de 5 mois en solo, en sac à dos. Et bah, ça a été l'occasion de justement me connecter à, à la vraie vie, entre guillemets. Et par là, j'entends bah, à la chance que j'ai d'être en vie, d'être née en France, d'avoir un milieu, d'être née dans un milieu social plutôt élevé à l'échelle du monde. C'est là que vraiment, je pense, je suis devenue une adulte, une femme, vraiment à cette période-là. Et puis, bah, ça m'a permis aussi de rencontrer le développement personnel et de me former au coaching par la suite. Et là, ça a été un niveau plus élevé euh, de sens pour moi et aussi de service, d'être au service de l'autre. En fait, je l'étais d'une certaine manière dans les cosmétiques, mais avec, voilà, un sujet, une thématique extrêmement superficielle d'une certaine manière, même si je trouve que cet univers-là est hyper important pour se sentir bien et c'est vraiment pour moi un univers qui est lié au bien-être, mais au bien-être extérieur. Et le fait d'être allé dans un bien-être intérieur, ça a augmenté mon niveau de sens et mon niveau de me sentir utile et de me sentir à ma place quand tu sers l'autre. C'est un niveau de presque bien-être qui est plus élevé aussi. Et puis bah, ça m'a permis d'apprendre à me connaître et de m'aimer telle que je suis et d'augmenter l'estime de moi-même. Et tu avais fait ce voyage dans cette
objectif de te reconnecter à toi-même ou pas du tout? Pas du tout. En fait, ce voyage, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord parce que c'était une envie que j'avais depuis toujours et que j'avais pas réalisée. Et je me suis dit, j'avais 27, 28 ans, j'étais célibataire. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, ma grande, tu vas jamais le faire. Et j'avais vraiment envie de vivre cette expérience. Et puis aussi, j'avais vraiment envie de parler anglais. C'était un gros sujet pour moi. Je partais vraiment de très très loin sur l'anglais. Et c'était presque un complexe dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et j'avais cet objectif vraiment et cette envie de parler anglais. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que je suis partie voyager et j'allais plutôt bien dans ma vie à ce moment-là. Il n'y avait pas de quête d'identité ou tout ça, mais forcément, tu le trouves un peu sur le chemin quand même. Et du coup, tu avais plaqué ta démission ou tu étais en congé sabbatique? Comment ça s'est passé L'intention de départ, c'était de quitter ma société. C'est la volonté que j'avais et que je leur ai partagée. Bon, eux, ils avaient envie que je reste et du coup, bah, ça a été une option congé sabbatique. Donc, je savais en plus, tu vois, que je retournais après dans un métier que j'aimais. Seule chose qui me plaisait pas trop, c'était la ville. Je travaillais à Paris. Moi, je suis pas faite pour être parisienne. Je suis casanière. Si tu veux, rester chez soi dans 20 mètres carrés, ça n'a quand même pas trop de sens. Et j'avais convenu d'un accord avec ma direction où j'allais pouvoir chaque semaine rentrer dans ma région d'origine, qui est la Bourgogne. Et donc, ça me permettait voilà, de retrouver un nouvel équilibre et une nouvelle façon de vivre en rentrant de mon voyage. Ça, c'était le plan au départ. Ok, ultra clair. Et alors, désolé, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce voyage. Quels sont toi, les trucs qui t'ont fait le plus shifter, tu vois, dans justement cette connexion à soi? S'il y a des personnes que tu as envie de les aider à se reconnecter à toi, qu'est-ce que dans ce voyage t'a aidé, toi, à te reconnecter à toi, qui tu étais, remettre du sens? Ce qui m'a aidé, c'est vraiment le temps seul. En fait, j'ai eu beaucoup de temps toute seule avec moi-même et c'était le meilleur moyen euh, d'écouter mes envies. Alors après, mes envies, elles ont tourné autour de découvrir le développement personnel, etc. Mais au-delà de ça, euh, vraiment, c'est le fait d'être seule qui m'a permis d'accéder à tout ça. Ok. Au-delà des rencontres, au-delà des paysages, au-delà des cultures différentes, c'était un truc avec moi-même, quoi. Et c'était la première fois parce que c'était pas mon truc de me retrouver seule même sans télé, tu vois, sans série, sans tout ça. Non, je savais pas faire. Ok, ultra clair. Et du coup, tu es en voyage. Tu tombes sur le développement personnel comment? Par un livre, par une rencontre, comment? Par une vidéo de David Laroche. En fait, je sais pas, j'ai dû taper un truc du genre. Vraiment, les toutes premières, je me souviens, c'était au début du voyage. J'étais en Afrique du Sud, j'étais dans une auberge de jeunesse. En gros, j'étais logée contre service. Donc, Ouais. je m'occupais un peu de l'accueil, etc. Mais il n'y a pas grand monde. Donc, j'avais beaucoup de temps disponible. Et j'ai dû taper un truc du genre comment être heureux ou comment se créer une vie incroyable. Enfin, voilà. En tout cas, c'est David Laroche qui m'a amené sur ce chemin du questionnement intérieur, on va dire. Ok. Et donc, on est à la fin de ce voyage. Tu es clair sur le fait que tu veux accompagner ou il y a encore des doutes? Je suis pas du tout claire là-dessus, on est sur la fin du voyage. Je suis trop contente de retourner travailler. Je suis claire sur quelque chose, c'est que ben je suis heureuse. En fait, pendant le voyage, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs aussi, qui eux pour le coup étaient pas mal en quête d'identité, savaient pas ce qu'ils allaient faire quand ils voulaient rentrer en France, ne voulaient même pas rentrer. Et moi, je me disais, mais quelle chance, j'ai un métier que j'aime, ma vie est cool. Donc c'était ça, l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais pas du tout dans une envie de coaching. Elle est venue, l'envie de me former au coaching, à peu près 6 mois plus tard. Pour te donner un timing, je suis rentrée fin 2019. Le Covid est arrivé mars 2020, sachant que le Covid, ça a franchement impacté mon métier, parce que moi, j'avais un métier d'événementiel. Je faisais beaucoup de déplacements. Donc, voilà, mon métier que j'aimais tant a changé à ce moment-là. J'ai aussi été, du coup, pendant 2 mois en arrêt complet de mon travail. Et du coup, bah, j'en ai profité pour me former parce que bah, j'avais du temps. Donc, j'ai d'abord commencé par des vidéos YouTube de Paul Pironnet, notamment, qui faisait plein de vidéos hyper concrètes, d'1h20 et tout. Donc, bah, j'ai commencé à me nourrir de ça et puis j'ai eu envie d'aller plus loin en me formant en ligne, d'abord avec un programme de David Laroche, puis avec la PNL, puis après, là, j'ai commencé à me dire, OK, quel monde merveilleux, et je me suis formée au coaching. Mais à ce moment-là, j'envisageais pas vraiment d'en faire un métier encore. Et C'était juste une passion dévorante, quoi. quand est-ce que tu as eu cette bascule de allez, je vais en faire un métier? En juin 2020, au moment en fait où je m'inscris à l'école de coaching. Pourquoi? Parce que j'avais passé des entretiens pour un poste de formatrice chez L'Oréal en Suisse.
Et en fait, pour moi, ce poste-là, ça représentait le fait de quitter Paris, de retourner dans une région plus proche de la nature. La Suisse, c'est pas très loin de chez moi. Enfin, je m'étais en fait projetée sur le fait de quitter mon travail. Et je m'étais projetée sur ce poste. J'avais été au bout du processus de recrutement. J'ai pas été prise. Et pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, en fait, j'étais déjà plus dans mon ancien job. J'avais déjà fait un pas en dehors. Et je me suis dit, il faut t'accrocher à un nouveau projet et t'as besoin de, enfin, faut t'accrocher à quelque chose, sinon tu vas dépérir. Et moi, j'ai toujours été hyper épanouie professionnellement. C'était pas concevable pour moi d'être dans un travail où j'y allais à reculons. Et donc, ben, la bascule, elle a été là. Alors, avec du recul, je me dis merci, merci mon Dieu de pas avoir été prise. Et je me dis, dès que j'apprends que je suis pas prise, je me dis, ok, je m'inscris direct. 15 jours après, je démarrais l'école de coaching. Ok. Et là, en parallèle de ton job. En parallèle de mon job. C'était une école où j'avais les cours le mardi soir. Et donc là, bah, c'est un nouveau projet qui s'ouvre à moi. Je découvre le coaching, j'adore. Et donc très vite, je m'investis beaucoup dans cette formation pour devenir coach d'abord, pour devenir une bonne coach. Donc je fais plein de séances de coaching pour m'entraîner entre midi et deux. Enfin voilà, tout d'un coup, cette nouvelle formation prend beaucoup de place dans ma vie en dehors du travail. Et comment tu bascules du coup de, voilà, j'ai ce truc-là, allez, je plaque madame. Alors, je sais pas si tu as fait une rupture conventionnelle et je me lance à 100%. Et c'est passé un an, tout pile. Ok. Je suis partie en juin 2021 avec une rupture conventionnelle. Je n'aurais pas du tout eu le courage de claquer madame. Beaucoup trop de peur liée à l'argent. Ça s'est fait par étapes. D'abord, je me suis dit, OK, j'ai envie d'en faire un métier. Donc ça a été à peu près les 6 premiers mois de la formation. Ensuite, je me suis dit, comment on vit du coaching? Et ça a été l'étape suivante. Et à partir de là, en décembre 2020, j'ai créé un compte Instagram, sachant que j'en avais jamais eu, j'étais pas du tout réseau, etc. Et bah, j'ai eu mon premier client en mai. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ma rupture conventionnelle parce qu'en fait, c'était trop dur de gérer les deux projets, enfin ma vie professionnelle et ce projet-là. Ça prenait beaucoup de place. Et bon, quand il y avait des couvre-feux, des confinements, c'était cool, c'était pas grave. Mais là, ça commençait à devenir frustrant pour moi d'être encore salariée alors que j'avais un bébé qui était né et qui se développait hyper bien. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu t'es lancé, du coup, tu avais une cible client particulière. Comment ça s'est passé? J'ai tout de suite eu envie d'accompagner les coachs. Mon positionnement, il n'a jamais changé du moment où je l'ai trouvé. Donc, il m'a fallu quand même 3 4 mois. Tu vois, j'ai lancé mon compte Instagram en décembre et j'ai su qui je voulais accompagner autour d'avril. Ouais. Mais comme dans ma classe, dans ma promotion de coach, tout le monde était complètement paniqué avec ce truc-là et que moi j'adorais. Je m'étais déjà formée avec Aline sur la partie business digital et puis bah, je viens quand même d'un univers du luxe, du marketing, de la communication. J'ai fait de la vente. Moi j'aimais ça. Du coup, ça a été assez naturel pour moi de me dire, mais oula, il y a plein de gens qui ont envie de vivre de ce métier incroyable et qui savent pas faire, mais venez, je vais vous aider. Et c'est comme ça que j'ai su, après quelques séances de coaching, hein, c'est pas arrivé en claquant des doigts, mais à force de chercher, j'ai trouvé et j'ai jamais changé mon positionnement. Mes stories à la une, c'est toujours les mêmes depuis avril 2000, du coup, 21. Ça a été une évidence tout de suite. J'ai su être au bon endroit et j'ai rien changé, quoi. J'y étais et la CC School est née en septembre et j'ai toujours fait ça. Ok, top. Et donc, tu es à ton compte, tu fais ça marche bien. Et après, un bébé. C'est un peu ça. En gros, je suis à mon compte, bah, vraiment, voilà, je deviens entrepreneur, ça se passe hyper bien, je vis de mon activité, je développe vraiment un univers, je développe une marque, quoi, un business. Et on a projet bébé. D'ailleurs, je me souviens avoir eu le déclic de vouloir accélérer le projet bébé à un séminaire d'Aline en présentiel, où je discute avec mes copines Juste d'entreprise. une parenthèse pour ceux qui n'ont pas la référence, Aline de The Bee Boost, Aline Bartheloni, qui accompagne bah, les entrepreneurs à vivre de leur activité en ligne. Coach business, mentor business, et donc elle fait son premier séminaire en présentiel auquel je vais bien sûr. C'est quelqu'un, Aline, qui a été mon mentor dans le business. Et en discutant avec des anciennes clientes, des copines de business, je me dis, OK, en fait, il n'y a pas de bon moment. Et je rentre et je dis à mon chéri, on fait un enfant. Donc ça, c'était en octobre 2022, du coup, et donc je tombe enceinte en avril 2023. Et ça change rien, en fait. Le bébé, en fait, c'est pas le bébé qui a déclenché cette envie de salariat.
euh, personne, enfin, j'avais pas prévu de retourner dans le salariat, mais j'ai fait une rencontre. En fait, en 2022, du coup, non, 2023, début 2023. Ça fait donc déjà 2 ans que j'ai mon business en ligne, ça fait 2 ans que je suis intégralement sur Zoom, que je suis derrière mon ordinateur et me vient l'envie de reprendre la formation en présentiel. Ça a été mon métier pendant des années et donc bah voilà, j'ai envie de reprendre la formation en présentiel et j'ai envie de développer mon activité en physique, en local, sur Chalon, sur la Bourgogne. Et dans ce contexte-là, je regarde qui je connais dans mon réseau et j'écris à un homme qui s'appelle Vincent Deschelles, qui deviendra par la suite mon manager, parce que je sais qu'il est coach, je sais qu'il a un centre de formation. Je le connaissais parce que j'ai une de mes meilleures copines qui avait bossé pour lui, donc je savais que c'était quelqu'un de bien. Et c'était aussi, j'avais son numéro facilement puisque c'est le cousin de ma belle-mère. Tout ça étant dit, je lui envoie un petit message. En plus, moi, j'ai une grosse peur de déranger, donc vraie sortie de zone de confort. Et je lui dis, bah voilà, je m'appelle Clément, je suis coach, je suis la femme de Léo, et j'aimerais te rencontrer. Donc évidemment, il est obligé d'accepter. Et on se rencontre donc au début d'année 2023 et super feeling, super coup de cœur. Bah ok, super. Donc moi, mon intention, c'est de bosser avec lui en tant que prestataire formatrice extérieure, voilà, en renfort, en complément. Je tombe enceinte, on avance, en fait, on se voit une fois, deux fois, trois fois, je fais une journée de supervision de coaching avec lui, enfin, on s'apprivoise, en fait, c'est sa manière de recruter. Il me découvre en tant que coach, je fais une formation pour lui, le feeling continue d'être là, et donc je suis enceinte, il le sait, et je me souviendrai toujours, je crois qu'on était allez, peut-être en août, et donc j'ai un rendez-vous avec lui pour convenir de, euh, de notre collaboration. Et donc j'avais préparé mon truc, combien ça coûtait, combien je voulais être rémunérée pour ma journée de formation, etc. Donc je lui dis, bah voilà, moi je voudrais être prestataire extérieur pour toi. Et lui il me dit, bah moi j'aimerais en fait que tu sois salarié. Moi je voudrais t'avoir dans mes équipes, je voudrais que tu sois là tout le temps. Bah non, ma première réaction c'est de dire, bah merci, mais non merci, pas dans un premier temps. Moi j'ai un business, je l'aime, ça se passe bien, c'est pas dans mes projets. Et puis je repars de ce rendez-vous et il y a 10 minutes de trajet. J'habite à 10 minutes à pied de mon travail du coup. Et il m'a fallu 10 minutes pour me dire mais en fait je vais dire oui, mais je vais le rejoindre en tant que salarié. Le projet me donnait envie, j'avais hyper envie de bosser avec lui, j'ai eu un très bon rapport au salariat. Et puis il y avait surtout un truc, c'est que moi ça faisait un petit moment que donc j'accompagnais les entrepreneurs et j'avais envie dans ma vision d'accompagner les dirigeants. Tu vois, d'accompagner davantage des profils qui ont des complexités différentes, notamment relationnelles. Moi ça m'attirait d'accompagner les dirigeants pour plein de raisons. Et lui c'était son job. Lui il était coach pour dirigeants en entreprise. C'est vraiment un truc que j'avais envie de développer et bah, pour moi c'était une porte d'entrée incroyable pour... euh, pour apprendre à ses côtés. Je l'ai vraiment vu tout de suite, Vincent, comme un mentor. Et c'est ce qui a fait que très rapidement, je me suis dit, OK, bah, je vais accepter son poste. Quand j'aurai bien sûr accouché, parce que j'étais déjà bien enceinte, l'idée, bah voilà, après, à mon retour de congé mat, entre guillemets, je rejoins et je démarre l'aventure dans cette entreprise qui en plus était avec du management moderne. Enfin, pour plein de raisons, ça m'a donné envie, en fait. J'ai eu envie de rejoindre ce projet, de le rejoindre lui, travailler avec lui et de construire quelque chose ensemble. Voilà comment je m'en suis arrivée à reprendre le salariat sans vraiment le décider finalement. C'est génial ce que tu me partages. Il y en a beaucoup qui ont la croyance, oh, si je retourne dans le salariat, entre guillemets, j'ai raté ma vie. C'est que, enfin, tu vois, et alors, pour beaucoup, l'entrepreneuriat, c'est là, c'est la liberté. Ah, tu vas dans le salariat, c'est tu redescends d'un étage, quoi. Euh, Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que tu as eu des petits moments où tu t'es dit, mince, que vont penser les autres? Est-ce que je rétrograde? Enfin, comment ça s'est passé, cette réflexion où tu t'es dit, non, vraiment, j'y vais, on y va à fond. À partir du moment où, tu vois, les 10 minutes de trajet, où je me suis dit, je vais dire oui, bah, c'est pas venu, ces trucs-là. Alors, je pense que ce qui joue, c'est que j'ai un bon rapport au salariat. Pour moi, c'était plutôt, j'avais un mauvais rapport à l'entrepreneuriat. Je diabolisais plus l'entrepreneuriat que le salariat. Ça me paraissait compliqué, l'entrepreneuriat. Donc déjà, il y a ça. J'avais pas ce truc-là. En plus, ça faisait déjà 3 ans que j'étais notamment sur Instagram. Instagram, c'est quotidien. C'était lourd pour moi. L'idée de ne plus être obligée de faire des stories quotidiennes, ça m'a fait vibrer, tu vois. Je me suis pas. Et puis, bah, pour ce qui est du regard des autres, euh,
mes proches, je sais qu'ils allaient être contents que je reprenne. Je pense notamment à mes parents. C'est toujours bien, hein, le salariat, c'est rassurant. Donc je savais que de ce côté-là, il n'y aurait pas de sujet. Et puis, bah, je me suis pas posé de questions parce que j'étais emballée et que le projet me plaisait. Et j'ai eu du temps aussi, tu vois. C'était en août. Moi, j'ai intégré mon poste en mai l'année suivante. Ouais, Donc j'ai eu aussi du temps pour... ce qui a été le plus dur, en fait, c'était pas du tout l'idée de reprendre le salariat, c'était l'idée de quitter l'entrepreneuriat. C'est pas tout à fait la même chose dans ma tête à moi. je vois. C'était le fait de quitter mon entreprise. Enfin, je me suis posé la question. Ça a été la plus difficile décision que j'ai eu à prendre sur tout ce sujet-là. Ça a été, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais j'avoue que je me suis tout de suite reconnectée à tout ce qu'il y avait de bénéfique dans le fait d'être salarié. Il y a toutes les choses positives que j'allais retrouver en redevenant salarié. Parce que j'avais vécu l'entrepreneuriat et avec les trucs super qu'on y trouve, mais aussi les trucs hyper Ouais, compliqués à vivre et le challenge que ça représente. Je me suis dit salariat, on voit pas à l'image, mais les doigts dans le nez, quoi, entre guillemets, et ouais, ça va être carrément. hyper utile versus l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est quoi ce qui t'a le plus challengé dans l'entrepreneuriat, toi? L'incertitude financière. Ouais, Là, c'est ce qui me vient spontanément, et travailler seul. ok. L'incertitude financière parce que même si j'ai tout de suite créé du chiffre d'affaires, etc., que j'avais en plus le chômage pour me compléter si besoin, je gagnais bien ma vie avant et dans mon rapport à l'argent, j'ai peur de manquer. Donc ça, c'était vraiment un sujet de bah, combien je vais gagner le mois prochain, c'est une chose, mais j'étais à combien je vais gagner l'année prochaine et donc il y avait ce truc-là. Et puis bah, il y avait le fait d'être seule, quoi. Mm. Mais au-delà de... Je me sentais pas seule dans mon quotidien parce que j'avais beaucoup de monde sur Zoom, je faisais des séances de coaching tout le temps, donc je me sentais pas seule dans ce sens-là, mais je me sentais seule pour réfléchir, construire, créer, et ça a des avantages, mais je suis plus faite pour le travail en équipe, je pense. Ouais. Non, trop bien, trop bien. Trop bien d'avoir ton avis. Et je suis d'accord. J'ai une personne qui m'a posé la question la dernière fois, quand est-ce qu'on se sent serein niveau financier? Et mais je connais aucun entrepreneur, même ceux qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui sont sereins parce que quoi qu'il arrive, tout repose sur toi. Quoi qu'il arrive, t'en sais rien ce qui va se passer le mois prochain. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut pas se dire, bon, allez, dès que j'ai atteint les 3 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bon, je suis sereine. Non, il y a rien de plus incertain que l'entrepreneuriat. Complètement. Et Et- c'est bien de le mettre en avant, puisqu'il y en a beaucoup qui se lancent en pensant que bah, quand tu atteins les 3 000 euros, c'est le, genre le palier psychologique de tout le monde, Hmm. quand tu atteins les 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah c'est bon, t'es C'est serein. bon. Donc, Ouais. Alors que ça veut rien dire du tout. exactement comme ça que ça se passe, parce qu'il y a toutes les charges à prendre en compte, et même si on a peu de charges en soi sur le papier, tu te retrouves vite à avoir pas mal de charges, surtout quand tu passes en société. Donc, ouais, moi, l'aspect financier, ça a beaucoup joué. Et puis, tu vois, j'avais un rythme de vie en tant qu'entrepreneur très proche du salariat. Je faisais 8 heures, 17 heures. J'avais ce truc-là, tu vois, je n'étais pas du genre à bosser le soir. J'ai vraiment gardé, donc ça allait même pas me changer, parce que je sais que pour beaucoup, il y a aussi ce truc-là mais moi, j'aime travailler le soir, pas me lever tôt, etc. Moi, j'ai toujours gardé ce rythme un peu salarial avec ma pause déjeuner. Je finissais jamais après 18 heures. Donc, ça m'a pas posé problème. Donc, non, mais ultra, ultra intéressant. Et autre question qui me vient, du coup, cette décision d'arrêter sa boîte, c'est aussi une décision où moi je me dis, mais j'aurais l'impression de tuer un bébé. Je pense que c'est Mm, vraiment mm. une sensation-là. Euh, du coup, t'as fermé ta boîte? Ça y Ouais. est. Non, Ouais. ça y est, elle est fermée depuis mai. Ok. Et ça t'a fait quoi? Comment t'as pu réussir à prendre cette décision? Bref, un peu ton cheminement là-dessus. Ça a été très compliqué. Très compliqué. En fait, donc, bah, il y a eu aussi le congé maternité au milieu, c'est-à-dire que comme je savais que j'avais l'entrepreneuriat, le salariat donc on est en 2023, on est en septembre, j'annonce que je suis enceinte sur mes réseaux sociaux et j'annonce que je fais une pause et que je les retrouve en 2024. À ce moment-là, quand je l'annonce, je sais qu'il y a le salariat, mais moi dans ma tête, je vais cumuler les deux. Ok. Donc voilà, chemin se fait. Donc du coup, ben, pour la première fois de ma vie, j'ai du temps pour moi. Donc je ralentis le rythme, j'ai un nouvel équilibre.
C'est vachement bien. C'est mieux que ce que je T'as du temps pensais. pour toi parce que tu t'es arrêté Je avant me suis arrêtée d'accoucher. avant. C'est-à-dire, j'ai accouché en janvier, donc de septembre à janvier, j'ai découvert ce que c'était que de prendre soin de soi. Incroyable. Je suis trop contente d'avoir pu vivre ça. Donc déjà, je ralentis le rythme et du coup, je ralentis ma présence. Je fais encore un tout petit peu de coaching, mais en fait, je ralentis ma présence sur Instagram. Je ne communique plus sur Instagram. Et et il y a vraiment eu ça a vraiment été ça m'a fait un bien fou. Et plus le temps passait, plus c'était compliqué pour moi l'idée de réapparaître sur les réseaux. Ok. En fait, c'est vraiment le côté réseau et Instagram fait, qui m'a freiné dans l'envie de reprendre le bébé. Il est évident que si j'avais été enceinte et que j'avais pas eu le salariat, j'aurais pas du tout fait pareil, j'aurais continué de communiquer, j'aurais pris une community manager, enfin j'aurais fait des choix complètement différents. Mais donc déjà, je me suis un peu détachée émotionnellement Mm. parce que ben l'affect, il est beaucoup lié aux gens. Je parlais quotidiennement avec mes clientes, avec des gens sur Insta. Donc j'ai pu avoir ce détachement émotionnel qui a pris du temps et qui était nécessaire. Et après, bah, j'ai eu mon petit bébé en janvier. Donc, bah, petite bulle pendant 3 mois. Et avec ce truc de quand je reviens, comment je reviens et comment je gère un enfant, un salariat et une vie entrepreneuriale. J'ai freiné les cas de fer j'avais pas encore annoncé mon salariat, je savais pas comment revenir, voilà. C'était dans un coin de ma tête. J'essaye de me souvenir, je sais que j'ai fait un podcast la veille de démarrer, donc début mai, et je crois que je venais juste de prendre la décision d'arrêter. Je n'arrivais pas à me décider. J'ai fait des séances de coaching en veux-tu, en voilà, je n'arrivais pas à me décider sur est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Il y avait une partie de moi qui avait vraiment envie d'arrêter parce que envie de me consacrer pleinement à mon rôle de maman, à mon salariat et à moi, tu sais, me garder du temps pour moi. J'avais estimé à peu près à 8 heures par semaine le temps dédié à l'entrepreneuriat, mais quand il te reste que le samedi, dimanche, est-ce que c'est 8 heures? J'ai pas envie plutôt de les passer à chiller ou à m'occuper de mon fils ou à passer du temps avec les gens que j'aime, enfin voilà. Et en même temps, ben, il y avait coaching collectif, c'est mon bébé, enfin, c'est 3 ans de ma vie, c'est des projets, l'occasion de continuer de créer de l'argent, c'est des gens, enfin voilà, il y avait tout ça. Et j'ai pris ma décision au pile ou face. J'étais tellement incapable. Pendant une séance de coaching, elle m'a dit, mais est-ce que vous pensez pas que quoi qu'il arrive, la décision sera la bonne? Je dis si. Et donc j'ai fait au pile ou face en espérant, au fond, secrètement, que ça allait me dire d'arrêter. Et ça m'a dit d'arrêter. Décision prise, j'ai toujours la pièce, elle est là. Là, je peux la toucher, elle est juste à côté de moi. C'est une pièce importante pour moi. Elle est très belle d'ailleurs. Et j'ai décidé comme ça d'arrêter mon entreprise avec laquelle j'avais déjà pris un peu de distance parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire. Et je suis trop contente, ça m'a soulagée de prendre cette décision-là parce que la vie est déjà bien remplie. On a en plus une activité de Airbnb à côté que je gère aussi. L'idée, c'est quand même de pas me cramer. Et puis, bah, c'était nouveau aussi la maternité, donc je savais pas à quel point ça allait m'impacter dans mon quotidien, en temps, etc. Et je suis trop contente. Ça a été une décision difficile à prendre parce que normalement, je suis du genre à prendre des décisions extrêmement facilement. La preuve en est, le salariat, ça m'a pris 10 minutes. Mais ça a été une décision très compliquée. Je suis très contente de l'avoir prise, mais il a fallu du temps, en fait. Tu vois, il a fallu 9 mois quasi pour me faire à l'idée que c'était une page qui se tournait. Ouais, bah c'est un deuil hein, finalement. Hein. Complètement. Ouais. Faut faire le deuil de ce que tu as créé. Et tu as encore la vie devant toi. Tu penses Mhm. revenir un jour dans l'entrepreneuriat? Je me suis toujours dit que là, cette reprise du salariat, c'était un projet, une période. C'était aussi le bon moment, mine de rien, tu vois, quand tu as des enfants, c'est quand même vachement cadrant, sécurisant, etc. Je suis persuadée que je vais revivre une aventure entrepreneuriale, c'est certain. Comme je suis persuadée que on a plein de vies professionnelles, tu vois, je me suis dit, je suis partie pour 5 ans, quoi. Et on verra, ça se passe hyper bien, donc on a plein de projets, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je m'imagine pas rester salariée jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Pourquoi Ouais. pas cumuler les deux, enfin tu vois, Un temps partiel. exactement, je sais pas sous quelle forme, j'adore le coaching, pourquoi pas, tu vois, un jour être en mode cabinet, juste du coaching toute la journée et c'est tout, et plus cette partie business, marketing, etc., qui me plaît aujourd'hui, mais qui fait moins sens que le coaching.
Mm. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je reste persuadée que je serai pas, qu'il y aura des étapes. Je reviendrai certainement dans l'entrepreneuriat. Peut-être que je retournerai dans le salariat. Je pense que ça m'a permis de prendre conscience d'à quel point la vie a un plan pour moi, d'une part, et il faut saisir les autres opportunités, d'autre part, et pas se fermer. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, par rapport à cette création de contenu et compte Instagram, avant de savoir que tu avais le CDI, tu avais Mhm. conscience de ce poids de créer du contenu tous les jours, etc., et que ça te pesait ou pas du tout? Si, si, c'était là depuis, je pense que c'était là depuis mon voyage. Je suis partie voyager avec Léo pendant 2 mois en 2022. Et du coup, c'était 2 mois pendant lesquels j'ai beaucoup moins communiqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour ça. C'est pas anodin si je n'avais jamais eu de réseaux sociaux. Tu vois, moi, partager ma vie perso, enfin, je partais en voyage pendant 2 mois, on s'est fait l'Australie, Bali, Thaïlande, c'était trop bien en soi de partager à ma communauté, mais je ne sais pas faire ça. Donc, je savais le faire dans le cadre du travail, mais parce qu'en fait, c'était un truc de il faut. Et j'ai pris conscience avec le temps, et j'en avais déjà conscience à ce moment-là, que je pourrais pas faire ça trop longtemps parce que c'était pas dans ma nature. Ok. Je savais faire, je faisais l'exercice, mais c'était pas naturel et je pense que euh, les vraies bonnes personnes euh, pour la création de contenu, c'est des gens qui aiment faire ça. Et moi, je savais faire ça, mais j'aimais pas faire ça. Et, Partager ma vie perso, tout ça, je... et du coup, j'en profite. Est-ce qu'on peut apprendre à aimer ça, selon toi? Oui, bah oui, parce que moi, je pense qu'on peut trouver du sens dans absolument tout, si tant est qu'on sait ce qui est important pour nous. Et tu vois, je- je- j'aimais ça d'une certaine manière, mais simplement ça demandait plus d'efforts que ce que ça devrait, surtout au niveau de contenu que je crée. Le podcast, c'était vraiment, vraiment mon contenu préféré, mais le quotidien sur les réseaux, faire une story, montrer ma tête, partager, tout ça, ça demandait un effort qui est normal, mais qui, je pense, était un effort concernant qui je suis, ma personnalité. Moi, j'aime être cachée. J'aime ça, je l'ai toujours aimé. Et là, tu vois, je le vois en rentrant en province. C'est une petite ville. Du coup, les gens se connaissent un peu plus. Moi, j'aime l'anonymat, en fait. Du coup, c'était pas du tout adapté, les réseaux sociaux. Oui, carrément. Mais quelle expérience! Quelle expérience! Et ça m'a permis de encore plus conscientiser ça. Mm. Et alors moi j'ai ma petite idée, enfin j'ai mon avis personnel plutôt sur la question, mais j'aimerais bien avoir le tien. Tu penses que justement un coach ou autre qui veut se lancer qui veut lancer son activité, il se lance sur les réseaux sociaux, il peut y arriver sans montrer sa tête? Justement, Oui. les personnes qui sont comme toi, qui aiment pas montrer leur tête, etc. Tu penses qu'ils peuvent y arriver? Oui, je pense qu'ils peuvent y arriver avec euh, d'autres atouts. Soit un super... Je sais pas si tu connais le compte Instagram, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, avoir la patate. Je l'ai lu connu. Ça me dit Ouais. quelque chose de l'avoir suivi à un moment donné. Elle montre pas sa tête. Elle a un super elle a un super contexte avec un personnage, etc. Ça fonctionne très bien. Il y en a qui savent le faire. Je pense que ça complique le chemin. Je pense que la meilleure option, d'autant plus dans nos métiers, qui sont les métiers du coaching, où tu t'achètes une énergie, t'achètes une personnalité, enfin moi, je recommande à 1000% de se montrer. Et puis aussi parce que pour ce que ça apporte. Moi, j'ai un meilleur rapport avec mon image. En fait, pour ce que ça apporte, comme j'ai moins peur du regard des autres grâce à ça. Mm. Donc rien que pour ça, moi, Marocco, c'est bah faut se forcer. Faut se forcer à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire parce que ça nous apporte énormément à tout niveau. Et tu vois, aujourd'hui, enfin je me dis, aujourd'hui, j'ai aucun problème à me regarder en vidéo, à entendre ma voix. Mais c'est pas rien ça. Enfin, j'ai bien conscience que pour plein de gens, c'est horrible. Bah moi, c'était horrible au début. Je me sentirais toujours de ma première story, j'ai mis 5 mois pour faire ma première story, juste une photo. J'ai horreur des photos. Enfin, tu vois, je n'avais jamais eu de réseau pour toutes ces raisons-là. Et ben aujourd'hui, j'ai développé une capacité, j'ai agrandi ma zone de confort par rapport à ça, donc c'est trop bien. Et ça me sert, tu vois, ça me sert au travail où c'est plus un sujet qu'on veuille me prendre en photo, qu'on veuille faire une vidéo enfin, ça a énormément joué sur mon estime de moi et mon rapport aux autres et au regard des autres. Donc je vous recommande, même si c'est inconfortable, c'est apprenant, ça fait grandir, ça rend plus fort.
Ouais, carrément, je suis totalement alignée. Moi, je dis que c'est ma thérapie, les réseaux sociaux. Mm, mm. J'avais pas Instagram avant pareil, de mon activité. Un peu comme toi, au début, il y avait que des stories où il n'y avait pas moi. Genre, hors de question de me montrer. Et maintenant, quand je vois que je suis capable de me montrer, je suis au fond du lit sans maquillage, en mode coucou, j'ai juste un message à te faire passer. Le travail sur soi, il est incroyable. Apprendre à s'accepter, pardon, tel qu'on est. Apprendre à n'en avoir rien à faire du regard des autres. Tu peux pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est un apprentissage de dingue, quoi. Bah, c'est un atout hyper précieux et c'est intéressant, tu vois, que toi comme moi, ça a pris du temps. Ça s'est pas fait tout seul. On a commencé par pas montrer notre tête, ensuite faire une photo potentiellement avec un filtre, ensuite faire une vidéo et puis step by step. Et c'est ça qui est super. Ah, le filtre, j'étais carrément tout le temps avec un filtre. Ah bah moi aussi, j'ai fait au démarrage j'étais avec un filtre, j'avais mon filtre, un seul, je l'utilisais tout dans celui-ci. Puis après bah j'ai sauté le cap et puis après c'était sans filtre. J'ai pas fait le sans maquillage personnellement, mais au moins sans filtre. Je fais le sans maquillage, écoute, il passe nickel. Je préviens en général, attention. Non, mais c'est super, je trouve, enfin, c'est un cadeau qu'on se fait d'avoir le courage de faire ça. Ouais, non, clairement, clairement. Et bien écoute Clémence, c'est ultra intéressant, je vois le temps qui défile, tout ce que tu nous as partagé. Si tu devais donner un conseil à ceux qui justement hésitent peut-être à retourner dans le salariat par cette peur de l'échec, cette peur du regard des autres, tu leur dirais quoi? Un conseil, Ou plusieurs. ouais. Déjà, j'aurais tendance à les inviter à regarder l'entrepreneuriat différemment. Parce il est possible, s'ils ont peur de retourner dans le salariat, qu'ils ont deux choses. Une vision erronée du salariat et une vision erronée de l'entrepreneuriat. Quand on est dedans, c'est comme dans un couple. Parfois, quand tu es en couple, tu te plantes plein de trucs et ça te plaît pas totalement, mais l'idée de le quitter, tu as l'impression que tu vas tout perdre et tu vois que ce qui est super dans l'entrepreneuriat et tu oublies tous les inconvénients. Donc le conseil que je donnerais, c'est de faire deux choses. C'est de regarder tout ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est chiant, et à l'inverse, tout ce qui est super dans le salariat, tout ce que ça apporte pour simplement rééquilibrer la vision et mettre plus de nuances dans le ressenti intérieur. Et voilà, ça, ce serait le conseil le plus important, rééquilibrer. Et aussi, non, je suis là. Je suis là parce que tout se joue dans voir, prendre de la hauteur sur notre situation et voir les choses sous un autre angle. Et puis bah, après, s'inspirer de personnes qui ont réussi dans le salariat, sont plus heureuses dans le salariat. Enfin, en fait, il n'y a pas un chemin donné. Et franchement, moi, perso, je trouve que le salariat, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable et tout aussi stimulant que l'entrepreneuriat. Ouais, carrément. C'est deux choses totalement différentes C'est et complètement différent et faut pas oublier quand même l'entrepreneuriat, c'est une sacrée responsabilité, un sacré poids sur les épaules et quel bonheur de retrouver la légèreté de la fiche de paie quoi. carrément. Et des responsabilités parce que enfin voilà, on a des responsabilités, moi mon boss il compte sur moi, on a des clients qu'on doit satisfaire etc. Mais quand même, j'ai pas du tout la même sensation que ça repose sur mes épaules que je pouvais avoir quand j'étais à mon compte. Tu peux être malade sans te poser de Je peux questions. être malade. C'est incroyable ça quand même. Tu peux partir en vacances sans te dire mince, il faut que je planifie mon contenu à l'avance. Complètement. Non, clairement. Il y a pas de liberté sans contrainte. Exactement. Et puis moi personnellement, hein, si on parle du sujet liberté, je me sens beaucoup plus libre en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je m'imposais énormément de choses que je ne m'impose pas du tout en tant que salarié. Ouais. Donc c'est là où je suis plus qui disais la vraie liberté, c'est celle de l'intérieur. Parce Ah, que si tu complètement. cherches une liberté extérieure, tu vas Mm, forcément avoir d'autres contraintes. Et clairement, moi, je me bats pour marteler aussi ce message. L'entrepreneuriat, c'est pas, enfin, c'est une partie de liberté dans certains domaines, c'est mais une dans forme de d'autres liberté. domaines, c'est vachement de contraintes. Et si tu regardes, c'est ce que tu as dit, le principe des perceptions. Il y a autant Mm, de liberté dans les deux cas, c'est juste qu'elles sont pas au même endroit. Et donc à toi de voir là où tu préfères avoir ta liberté. complètement. J'aime beaucoup. Super. Eh ben, un grand merci Clémence. J'ai l'habitude de finir les épisodes par une question de coaching que les auditeurs vont pouvoir écouter en marchant et en musique. Et du coup, est-ce que tu aurais une question que justement ceux qui nous écoutent puissent se poser pour mettre un peu plus de sens dans leur vie, et les aider dans leur prise de décision? Est-ce qu'il y a une question comme ça que toi, tu aimes bien te poser? Je vais te partager ce qui me vient là spontanément, c'est de se demander le jour où je fête mes 80 ans, Ouais.
C'est quoi les 5 choses euh, que j'ai envie de retenir de ma vie? C'est quoi les 5 fiertés que j'ai envie de pouvoir écrire sur mon carnet? Super. Eh bien, écoutez, restez jusqu'au bout pour avoir cette question à méditer en marchant. Et Clémence, un grand merci à toi. C'était ultra intéressant cet échange. S'il y en a qui veulent t'envoyer des petits mots doux, ils te les envoient sur Instagram ou autre part? Oui, toujours sur Instagram, je reste quand même de temps en temps, même si mes statistiques ont bien changé sur Insta et que je passe beaucoup moins de temps dessus. Mais je reste bien sûr disponible par message. Merci Alexandra pour ton invitation. Ça m'a fait hyper plaisir déjà de te retrouver et puis de pouvoir partager sur ce sujet avec toi et avec vous. Yes. Merci à toi, Clémence. Allez, à plus. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, Clémence te pose cette question. Le jour où tu fêtes tes 80 ans, quelles seraient les 5 fiertés que tu aimerais avoir accomplies?